bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 13 février et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 107e webinaire Second Souffle. Alors 107e, oui, normalement vous voyez une webinaire numéro 93 sur la fiche, mais 93 plus 14 webinaires Instant Coach, ça fait bien 107. Et un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'association Second Souffle. La première mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et bien sûr nos webinars. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 44 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinar. Donc vous avez en bas à droite deux icônes chat pour discuter entre vous, entre nous, questions pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette partie questions, s'il vous plaît. Sinon, les questions vont se perdre dans le fil du chat. Voilà, il y a déjà pas mal de monde qui ont dit bonjour, bonjour, et les questions vont se perdre. Donc, posez bien vos questions dans cette partie questions. Des soucis techniques, vous avez une aide sur la gauche. Sinon, vous fermez et vous réouvrez. Et puis au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et le deuxième pour vos réactions en emoji. Et ça fait des petites animations comme ça. Voilà, si vous êtes content, pas content, en général vous êtes content. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire consacré à la crise énergétique avec nos deux experts, Éric Brégé et Luc Jeanneney. Et on s'est dit, jamais 203. Donc, un troisième expert est avec nous, c'est Emmanuel Cyr. Bonjour à vous trois, messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, Éric Brégé est en direct, il a fait le journaliste de terrain, donc parfait. Éric est en direct d'une brasserie qu'il a pu accompagner pendant ses difficultés. Il nous en parlera tout à l'heure, enfin dans quelques instants d'ailleurs. Mais tout de suite, messieurs, on fait un petit tour de table. Vous allez vous présenter rapidement. On va commencer. Alors, je vais commencer peut-être plus simplement. Donc, on est à la brasserie La Rocade chez Ulrich, avec qui nous l'accompagnons pendant les problématiques qu'il a liées à sa facturation, donc comme opérateur initial le groupe Total. Il a fait une grosse partie importante de presse, de médias, essayé de faire des interventions énergiques, ça n'a pas marché, effectivement. Je me suis rapproché de lui pour lui proposer que la Fédération française des courtiers en électricité et gaz l'accompagne pour pouvoir réviser son indice, les problématiques liées à sa facture. Et j'ai aussi un autre invité surprise qui est Thierry Mendes, qui est la brasserie du Grand Ouest. Présente-toi. Voilà, bonjour, Thierry Mendes de la brasserie du Grand Ouest, située à Massy, en face de la gare TGV. Et voilà, les mêmes problématiques que Ulrich, avec un contrat revu à la hausse, une énorme hausse, à partir du 1er janvier 2023 chez Total Énergie également. Et Eric voilà, me soutient également pour tous ces problèmes liés à l'énergie. Voilà. Donc on est en direct, il y a un petit peu moins de bruit, c'est mieux, c'est la fin du service, on va pouvoir un peu discuter, échanger. Et je ferai venir Ulrich dès qu'il aura terminé son service pour expliquer comment on a travaillé sur la problématique de sa facture avec le groupe Total, qui est en train de trouver des solutions de sortie pour lui. Voilà. Pendant que tu as la main, Éric, tu vas te présenter rapidement. Alors, moi, je suis Éric Brégé, je suis conciliateur au sein de la Fédération française des courtiers en électricité et gaz. Depuis 2019, je suis le fondateur et j'accompagne toutes les entreprises qui ont des problèmes liés à leur facturation. Alors, typiquement, on a de vrais problèmes en ce moment. Et voilà, l'idée, c'était de proposer effectivement une structure qui vous permette de saisir le médiateur de l'énergie et éventuellement d'accompagner le client juste au tribunal si vraiment il y a un litige de vraie nature. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de litiges. Voilà, donc l'idée, c'est avant tout d'essayer de concilier avec les opérateurs. Ça, c'est mon rôle.
plutôt que de faire des actions qui ne servent pas à grand-chose. Donc voilà. Maintenant, les opérateurs font des efforts, on espère. Merci Eric. Luc? Bonjour, moi je suis Luc Jeannet, j'ai un passé dans les achats d'énergie pour l'industrie et depuis que j'ai une activité de médiation interentreprise, je mets à disposition mes compétences pour une association pour leurs achats d'énergie et on gère sur le département des Hauts-de-Seine environ 300 compteurs gaz et électricité. Et donc on a avec moi je vous apporte mon expérience d'acheteur et en fait on a aussi de l'autre côté comme un certain nombre de clients étaient confrontés à des questions sur voilà, quel contrat, quel fournisseur, quel prix, etc. Et notre troisième expert du jour, c'est Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Donc moi je me présente, je m'appelle Emmanuel Cyr, je suis le président fondateur, cofondateur de Cyr Énergie. Je peux me considérer comme expert. J'ai commencé, j'ai fait toute ma vie dans l'énergie. J'ai commencé en 1993 à vendre des compteurs à EDF, GDF Service. Et en 2001, j'ai fait l'ouverture des marchés. J'étais dans le groupe Suez et j'ai été directeur des ventes grand compte pendant plus de 14 ans chez le troisième fournisseur français. Et j'ai créé ma société il y a 1 an et demi. Je me suis rendu compte qu'en fait, depuis 20 ans, je m'occupais des 1500 plus gros clients français, mais que les 400 000 PME de France avaient besoin d'expertise. Et donc, je mets mon expertise de très grand compte et on essaie de faire ça en digitalisant le monde de l'énergie. Très bien. Merci déjà à vous trois et puis à nos entrepreneurs qui sont avec nous aujourd'hui. Eric, juste, tu m'entends bien, Eric? Oui, je t'entends, à peu près. C'est compliqué, mais ça va aller de mieux en mieux. Je te conseille pour nos oreilles, Eric, de couper ton micro quand tu n'as pas la parole. Très bien. Mais là, moi, j'ai du mal, je l'avoue. Je te la redonne tout de suite, la parole, Luc. Eric. Non, mais c'est qui? C'est moi. Ah, c'est toi. Voilà, c'est moi qui prends la main. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Juste pour camper un peu de contexte sur les questions de hausse de l'énergie, qui est un enjeu d'actualité depuis plusieurs mois, mais encore plus avec cette rentrée, parce que vous avez tous suivi l'actualité, en particulier avec les boulangers, et la question, est-ce que c'est une question plus technique ou plus politique, et donc même le président de la République s'en est mêlé. Une deuxième question qui est, va-t-on passer l'hiver? On a eu tout un tas de questions sur la capacité de nos centrales nucléaires à produire de l'électricité, et donc conséquemment de savoir si finalement les autres formes de production d'énergie électrique allaient pouvoir suivre. On a l'impression que ça va mieux, mais est-ce que la question est complètement résolue? Voilà, ça fait partie des questions que tout le monde se pose et sur lesquelles on voudrait avoir des réponses. Et en fait, surtout même, la vraie question, c'est finalement à quel prix, quel est le bon tarif de nos énergies, d'électricité et de gaz. Et voilà, par rapport à ce qui était dit en introduction, il y a des vraies questions, c'est quel est le bon tarif, qu'est-ce qu'on doit payer, à quelle échéance. Voilà. Et donc, c'est tout ça qu'on va essayer de partager avec vous aujourd'hui pour essayer de se remettre un peu sur les pieds sur terre et sur le terrain pour vous aider à répondre à toutes ces questions. Donc, c'est Eric qui reprend la main. Eric. Donc, 3 temps dans ce webinaire. Donc, avec Eric, le témoignage du terrain et comment on résout des litiges. Un deuxième temps, c'est le point de vue de l'acheteur. Quels sont un peu les points d'attention et les préoccupations qu'il faut avoir pour bien gérer ces achats d'énergie. Puis après, Emmanuel Cyr vous expliquera un petit peu comment tout ça se passe et surtout comment on peut avoir dans le marché qui est très changeant, dans un contexte réglementaire qui est aussi très changeant, comment on peut optimiser tout ça et disposer des aides. Donc sans plus attendre, on est avec Eric depuis la brasserie. Alors, Ulrich n'est pas là, il n'a pas terminé son service, mais je vais un peu expliquer la problématique qui le lie. Aujourd'hui, il a alerté les médias concernant son montant de facture qui est passé, qui a pris 2200%, puisque les contrats ont été signés au mois de juillet.
Il se retrouve avec une facture complètement abyssale. Et donc, je me suis permis, j'ai appelé Ulrich, je lui ai dit que je pouvais prendre en compte sa démarche, la fédération pouvait le faire et l'accompagner sans aucune exigence. Et donc, nous avons alerté le groupe Total, donc la direction du service client, afin que son dossier soit remonté, qui gère un nouveau contrat de souscription pour Ulrich à des conditions actuelles. Par contre, la question qui se pose aujourd'hui, c'est tous les contrats passés, qu'est-ce qu'on en fait? Ils ont été payés par les opérateurs à des prix de vente, en tout cas excessifs, mais il n'empêche qu'il va y avoir une facturation qui arrive, qui va être complètement folle. On la voit bien, celle-ci, vous pourrez la constater, c'est une de ces dernières factures. Et on se retrouve, et il va se retrouver avec une facture de février à peu près du même montant. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour même s'il a un nouveau contrat, tout va bien. On va dire que c'est à peu près correct. Et encore, on ne sera jamais à 60 € du mégawattheure. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les factures passées? Est-ce qu'il y a des échéanciers à dispenser? Est-ce que les opérateurs sont d'accord pour annuler ces factures et remplacent? Je ne suis pas sûr. Et entre parenthèses, la réponse d'EDF est très claire à ce sujet. Il n'y a pas de réponse concernant les contrats qui ont été faits et souscrits les six derniers mois. Ce qui veut dire que les gens devront payer, donc avec un litige quasiment immédiat. Donc voilà. Je ne sais pas, Ulrich, il est par là. Ulrich, oui. Viens te présenter, ce sera bien. Donc, Ulrich, voilà. Donc, tu peux te présenter, expliquer ce qui tu es, ce que tu as fait. Oui, bonjour. Je m'appelle Ulrich Aléjo. Je suis restaurateur en Ile-de-France à Vibon-sur-Yvette. Et si je suis là, c'est par rapport à ma facture d'énergie, d'électricité qui s'est élevée à 700 € au mois de novembre. Et au mois de décembre, elle était à 17 500. J'ai eu une augmentation. Elle a été multipliée par 22. Donc, voilà. Donc voilà, donc à un moment donné, je crois que Ulrich ne savait plus comment faire. Il a alerté tous les médias, les pouvoirs publics, la région. Et bien évidemment, moi, j'essaye de l'accompagner. On est en train de trouver des accords avec Total. Donc l'idée, c'est une belle solution de sortie pour lui, pour Thierry aussi, qui a fait des signatures de contrats et engagé dernièrement, pour la révision des contrats. Mais il n'empêche qu'on aura toujours le même problème. Qu'est-ce qu'on fait des factures passées? Voilà, comment ils vont faire pour payer? Est-ce qu'il y a des échéanciers proposés? Est-ce que les indices sont modifiés? Je ne suis pas sûr. Il n'y a aucun opérateur aujourd'hui qui nous a donné une réponse officielle. Total, un petit peu. EDF, tant qu'il n'y a pas une décision parlementaire et sur décret, rien ne se fera. J'ai la réponse d'EDF. Voilà. À toi, Emmanuel, peut-être. Oui, rebonjour à tous. Alors, juste confirmation, donc comme vous avez compris, j'ai fait 20 ans chez les fournisseurs, je connais à peu près tous les fournisseurs et tous les directeurs commerciaux. Il y a eu plein d'annonces, le projet de loi de finances qui a été validé, je crois de mémoire, pas par un 49.3 celui-là, sur les amortisseurs, sur les aides pour les PME, sur le guichet à Bercy, etc. Par contre, ce qui est sorti là juste après les fêtes pour les boulangers, enfin principalement les boulangers, mais finalement on en parlera après pour les TPE. Pour l'instant, il n'y a aucun décret de signé, il n'y a aucun arrêté, il n'y a aucun décret. Donc en fait, il y a des contrats entre deux sociétés privées qui ont été signés. Donc vous avez signé vos contrats, vous avez des engagements mutuels entre le fournisseur et le client. Et l'État ne peut pas décider de dire « je casse les contrats, je résilie les contrats ». Donc surtout, ne résiliez pas vos contrats parce qu'en fait, si vous résiliez les contrats, vous avez des engagements, vous êtes pas… Le particulier peut signer 3 ans chez l'un, retourner 2 ans chez l'autre. C'est la loi de la consommation. Quand vous êtes un professionnel et vous n'êtes pas un particulier, vous avez un engagement contractuel. Et donc, vous avez peut-être certains d'entre vous, parce que je vois qu'on est quand même pas loin d'une centaine de personnes, vous m'avez peut-être vu passer sur BFM jeudi soir, ou à 16h, ou à 22h, ou dans RTL. Les fournisseurs, ce ne sont pas… les super profits ne sont pas chez les fournisseurs, les super profits sont chez les producteurs.
on mélange un petit peu les fournisseurs et les producteurs. Quand un fournisseur a acheté à 500 € du mégawattheure, il a vraiment acheté à 500 € mégawattheure votre énergie dans le futur. Je donne cet exemple assez souvent. Il y a 1 mois et demi, ou il y a 2 mois, fin octobre, vous avez acheté une voiture à 50 000 €. Et puis, le gouvernement décide, maintenant, vous devez revendre votre voiture à 25 000. Ça ne fonctionne pas. Enfin, il faut que l'État compense les fournisseurs pour les pertes. J'ai acheté la voiture à 50 000. Monsieur Macron, monsieur le maire me demande de la revendre à 25 000. Il faut que l'État rembourse. Et donc, tout ça, c'est des annonces. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien de complet. Par contre, comme le gouvernement, Bercy et le gouvernement veulent que ça soit affiché dès les factures de janvier, donc sur votre facture qui arrivera début février, il va falloir vous déclarer comme quoi vous êtes une TPE, vous êtes une PME, etc. On va rentrer dans le détail dans le fil de discussion. Il est déjà 14h20, donc il y a un modérateur, William, qui doit faire attention que je ne sois pas trop long. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Les fournisseurs ne savent pas, et depuis 20 ans de l'ouverture des marchés, que vous ayez 10 salariés, 9 salariés ou 40 ou 200, le fournisseur, ce qui l'intéresse, c'est vous consommer 50 MWh, 100 MWh, 100 GWh ou 1 TWh. RATP, c'est 1,4 TWh, donc 1400 gigas, donc 1 400 000 mégas, etc., etc. Mais le nombre de salariés chez RATP, aucun fournisseur ne s'intéresse à ça dans ces systèmes. Et donc là, vous allez devoir vous identifier chez vos fournisseurs. Les fournisseurs ont jusqu'au 20 janvier, donc c'est urgent. On en parlera après. C'est urgent d'aller se déclarer à Bercy, chez vos fournisseurs, etc., pour dire je suis une PME, je suis une TPE, je suis une ETI, etc., etc. Bien. On va y revenir effectivement dans quelques instants. Je redonne la main à Eric. Eric. Juste une petite chose, je vais faire une petite parenthèse. On a la visite du Parisien, donc c'est pas mal. Non, venez ici, Nolwenn. Oui, pour vous présenter. Voilà, Nolwenn du Parisien qui vient effectivement nous apporter effectivement un peu sa vision de presse et peut-être nous faire repartager l'information avec William, le webinar, donc essayer de mettre en place quelque chose, ce qui serait peut-être pas mal. Donc voilà, elle va y assister et puis on verra bien ce que ça donnera derrière. Voilà. Bien. Eh bien, merci mademoiselle, madame, du journal Le Parisien. Eric, pendant que tu as la parole, tu vas nous parler des différents litiges et comment ça fonctionne. Je vais essayer parce qu'il y a beaucoup de bruit, c'est un peu compliqué en direct, c'est vraiment l'enfer. Ah, très bien, il a déplacé tout le monde, c'est parfait. Donc, quand vous avez un litige de facturation opérateur, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a plusieurs choses. Pour les professionnels, d'abord, vous allez faire une requête opérateur pour savoir ce qui s'y passe. En général, vous n'avez pas de réponse. Et la seule possibilité réglementaire que vous avez aujourd'hui, c'est de saisir le médiateur de l'énergie, voire le médiateur des entreprises. Alors, le médiateur de l'énergie, c'est moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le médiateur des entreprises, c'est au-delà. Après, c'est en fonction du nombre de salariés que vous avez. Donc, quand vous avez saisi le médiateur de l'énergie, qu'est-ce qui s'y passe? Pas grand-chose. Même si vous saisissez aussi les médiateurs opérateurs, que ce soit chez un EDF, que ce soit chez un Total ou autre, aujourd'hui, vous n'avez aucune réponse sur vos litiges de facturation. Donc, l'idée, c'était aujourd'hui, avant d'aller saisir le médiateur de l'énergie, de faire de la conciliation avec les opérateurs, de leur expliquer le problème et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sujets dans les litiges. Vous avez la régule de facture, qui peut être une confusion entre une conso estimée et une conso réelle, de la surfacturation, le non-respect de contrats initiaux, et vous avez les pénalités de rupture de contrat, ce qui nous engage dernièrement, puisqu'il y a eu des annonces gouvernementales comme quoi, effectivement, les pénalités de rupture de contrat sautaient. C'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe sur les consommations engagées? Pas grand-chose. Donc voilà, donc l'idée, c'est aujourd'hui, la fédération vous accompagne pour les litiges. Ça, c'est en fonction du bon vouloir des opérateurs. S'ils souhaitent négocier, en général, EDF négocie très bien. On arrive à concilier avec eux pénalité de rupture de contrat,
Total est en train de se mettre un petit peu en place là-dessus. Et vous avez Engie qui essaie aussi de trouver des solutions. Mais c'est pas simple pour tous les opérateurs. L'État doit en prendre conscience. Et nous, notre boulot, c'est un peu d'aider les professionnels sur le terrain. C'est là où je suis d'ailleurs aujourd'hui. Merci Eric. C'est à toi Luc maintenant, tu reprends la main? Oui, absolument. Voilà, juste un point quand même qui est clé, parce qu'en fait, la question, c'est comprendre sa facture. Et donc, moi, je voudrais juste vous partager quelques points d'attention sur comment lire et comprendre une facture, parce que c'est la base de tout ce qui va être dit après. Dans une facture, il y a, que ce soit l'électricité sur la partie gauche ou le gaz sur la partie droite, il y a 3 parties. Il y a la fourniture d'énergie, le transport et la distribution, les taxes et les contributions. Alors, si vous êtes en électricité, vous avez le fameux compteur Linky qui est vert là sur l'écran, mais qui mesure la consommation d'électricité. Et après, votre fournisseur, en fonction de ça, va vous facturer votre énergie. C'est la première partie. Et là, il y a un point d'attention, c'est qu'il faut être bien clair. Si on parle d'euros mégawattheure, de centimes d'euros du kilowattheure, d'euros du kilowattheure, et si vous regardez bien vos factures, c'est pas toujours écrit pareil selon les opérateurs. Donc, il y a un premier point d'attention. Et aujourd'hui, comme on sait que les prix varient beaucoup, on a vite fait de se tromper. De la même façon, quand vous êtes en gaz, le compteur, le fameux compteur Gaspard, lui, va mesurer des mètres cubes qui vont être convertis en euros du mégawattheure avec un coefficient de conversion. Voilà. Donc, vous savez comment ça se passe pour mesurer l'énergie. Donc, c'est votre consommation fois un tarif. Deuxième partie de votre facture, c'est le transport et la distribution. Donc, pour l'électricité, c'est Enedis pour, les particuliers, les petites entreprises, les TPE, PME, et dès que vous êtes des gros industriels, vous êtes connecté directement au réseau de transport électrique, c'est RTE. De l'autre côté, pour le gaz, c'est généralement GRDF. Il y a un certain nombre d'opérateurs de distribution, des entreprises locales de distribution. Et pour le transport, il y a 2 gros opérateurs nationaux qui sont GRT Gaz et TGF. Mais généralement, le compteur que vous avez, il est un compteur GRDF, qui souvent est un compteur, dans certains cas, qui est encore un compteur mécanique, et qui maintenant, très souvent, est un compteur Gaspard. Il y a aussi un autre point d'attention, c'est quand on change les compteurs, il faut bien faire attention au relevé de changement de compteur. Il y a souvent des écarts et des très gros litiges qui sont générés au moment où on change les compteurs. Voilà, donc deuxième partie, transport-distribution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a très peu de marge de manœuvre là-dessus parce que les tarifs, ils sont définis par la commission, la CRE, la commission de régulation de l'énergie. Pour autant, il y a des leviers. On peut optimiser sa puissance souscrite, on peut optimiser les formules tarifaires d'acheminement, on peut travailler sur sa consommation annuelle de référence, etc. Donc, en fait, il y a finalement, là, les tarifs sont figés, mais on peut optimiser des paramètres techniques. Dernière grande partie des factures, et non des moindres toujours, ce sont les taxes et les contributions. Vous en avez beaucoup. Ça s'appelle la TICFE pour l'électricité, ou s'appelait avant la CSPE, les taxes communales, départementales, la TVA bien sûr. Et sur le gaz, vous avez la CTA, contribution tarifaire d'acheminement, TICGN, C2E éventuellement et TVA. Voilà. Donc voilà, c'est ces 2 grandes parties. Et moi, j'invite tout le monde à regarder, comprendre et chercher des explications sur ces factures parce qu'une partie des problèmes viennent de là. Et en fait, il y a 3 questions qu'il faut se poser. Toujours, c'est quel est mon fournisseur, quelle est ma consommation et quelle est mon échéance de contrat. Et de tous les contacts que j'ai, on connaît bien son fournisseur, on connaît un peu moins bien sa consommation et on connaît très rarement son échéance de contrat. Et dans beaucoup de difficultés qu'on voit, c'est en fait, on n'a pas assez anticipé l'échéance de renouvellement de contrat. Et une fois qu'on a dit tout ça, à la page suivante. Ouais, je voulais juste préciser, Luc, que si vous voulez en savoir plus sur comprendre votre facture, vous pourrez voir le précédent webinaire que nous avons fait avec Luc et Eric en 2022. C'est toujours disponible sur le site Second Souffle. Je vous mets le lien dans le chat. Et voilà, si vous voulez en savoir plus. Et donc, on a vu ça en détail, effectivement. Voilà. Alors en fait, la grande question qui se pose aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on fait un peu ce webinaire, c'est que on cherche à s'informer. Il y a beaucoup d'informations, mais en fait, il y a peut-être des fois trop d'informations, donc on va essayer de vous aider. Il y a la checklist de l'énergie qui donne des trucs et astuces pour établir son contrat, gérer son prix, trouver des aides, justement, et là, c'est réexpliquer les questions de médiation. Il y a la commission de régulation de l'énergie qui publie des références de prix d'électricité.
qui fait le suivi des prix, les tarifs régulés de vente, etc., qui donne des listes de fournisseurs. Vous avez cette fameuse application EcoWatt que peut-être beaucoup ont déjà chargée, qui donne cette météo de l'électricité, voilà, qui a aussi pour vocation à alerter les consommateurs sur des jours de forte tension électrique. Vous avez, comme on l'a dit, le médiateur national de l'énergie qui met à disposition un comparateur de prix qui permet de gérer les litiges des particuliers, dans certains cas des litiges de professionnels, et qui donne des fournisseurs. Voilà. Il y a aussi, ça a été sous l'égide du ministère de l'économie, une charte d'engagement qui a été co-signée entre des fournisseurs, des opérateurs, pour aider les clients à évoluer dans cette ambiance qui est très complexe. Voilà. Donc la question, c'est aujourd'hui, une fois qu'on a vu tout ça, c'est comment trouver les aides, comment appliquer les bonnes aides. Et c'est ce que va nous expliquer Emmanuel Cyr. Ouais, juste avant, il y avait Dimitri qui nous posait la question où trouve-t-on les coordonnées du médiateur de l'énergie dans son département. Ça sera sur les slides qui est à l'écran. Je vous ai mis les liens. Et puis Céline nous demande est-ce qu'on aura droit de pouvoir télécharger les slides qu'on voit à l'écran. Et oui, ma chère Céline. Je donne donc la main à Emmanuel. Alors, bonjour à tous. Vous avez vu, avant de commencer dans le bouclier tarifaire, il nous reste une petite demi-heure. On va répondre un petit peu à différentes questions pour éluder un petit peu toutes les questions qui sont envoyées par tout le monde. Sortir du marché européen, on produit à 50, pourquoi on vend à 600, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées dans les questions et je vais essayer de faire un petit récap. Je vais essayer de ne pas prendre plus de 5 minutes pour après avoir le temps de vous expliquer un petit peu tout ce qui est en train de sortir. Alors, pourquoi le marché n'est pas à 50 €? Pourquoi le marché est à 600? Parce qu'en fait, en France et en Europe, on est tous interconnectés. L'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, etc., etc. On vibre ce qu'on appelle à une fréquence qui est le 50 Hz. Et le 50 Hz, en fait, il faut que la production et la consommation en temps réel, parce que l'électricité, contrairement au gaz, ne se stocke pas. Et en fait, si on veut que les centrales nucléaires tournent à 1500 tours minute, et qu'on ait du 50 Hz, c'est-à-dire 1 sur 50, c'est-à-dire 20 millisecondes, on passe du plus au moins en plus au moins, qui fait tourner vos moteurs, qui fait tourner vos machines à laver, qui fait monter vos ascenseurs, etc. Il faut garder le 50 Hz. Si on perd le 50 Hz, on passe à 49, on a ce qu'on appelle un blackout. Et donc, pour éviter ces blackouts, on fait des coupures, on isole, etc. On démarre des centrales. Et pour éviter ce blackout, en fait, il faut démarrer toujours la dernière centrale qui se met en route pour équilibrer heure par heure l'énergie. Il faut que, heure par heure, en temps réel, on est sur toute l'Europe. Donc, il peut se passer quelque chose à Berlin, ça peut mettre le Portugal dans le noir. On peut en parler pendant des heures et des heures. Donc, pour faire très vite, voilà, on est tous interconnectés et c'est la dernière unité marginale. Si on ne la paye pas, elle ne se met pas en route. Elle me dit, moi, je dois acheter mon gaz au Qatar ou au GNL parce que je ne peux plus l'acheter aux Russes. Donc, je l'achète à 100 et j'ai un rendement de 50%, donc ça fait x2. Puis, je pollue parce que j'ai du carbone, donc je mets mon carbone en plus. Voilà mon prix de mon énergie. Si vous ne me payez pas ce prix-là, je ne démarre pas. Et comme je ne peux pas différencier un électron qui sort de la centrale gaz d'un électron centrale nucléaire, le prix de cette heure-là vaut le prix de cette heure-là. C'est comme ça que ça fonctionne, le marché de l'énergie, depuis 50 ans. Sauf que maintenant que c'est libéralisé, en fait, c'est plus dans vos impôts, c'est dans votre facture, pour faire simple. Sinon, avant, c'était dans les impôts. Après, j'ai revu une autre question assez amusante que j'ai déjà répondu aussi sur BFM et autres. Pourquoi ne pas sortir du marché européen et faire comme les Espagnols et les Portugais? Donc, les Espagnols et les Portugais ont décidé de dire le prix de l'énergie produite par les centrales gaz, parce qu'en fait, les Espagnols et les Portugais n'ont pas de nucléaire, ils ont du renouvelable et du gaz. Donc ils ont dit, en fait, quand il n'y a pas de vent et qu'il fait nuit, en fait, c'est les centrales gaz qui démarrent. Donc, c'est les centrales gaz qui font le prix de marché en Espagne et au Portugal. Et l'Espagne et le Portugal, en fait, le gouvernement espagnol et portugais ont décidé de dire, nous, on va plafonner le prix du gaz
uniquement pour produire de l'électricité. Pas le prix du gaz pour les particuliers, je plafonne le prix du gaz dans les centrales gaz qui font de l'électricité. Et donc, ils ont dit, en fait, on va plafonner ça à 48, puis à terme à 50 € le mégawattheure, pour faire très simple. Donc, je fais 50 x 2, j'ai 50% de rendement. Je rajoute 40% de carbone dans une centrale gaz et j'arrive à 150 € le mégawattheure en Espagne. Sauf que le gouvernement espagnol, j'essaie de faire vite, je sais qu'il y a William qui me surveille, un modérateur. Le gouvernement espagnol avait fait ça juste au début de la guerre, en avril, mai, juin 2021. Non, 22, pardon. Et puis, en fait, le marché a tellement explosé qu'il y a une taxe sur tous les consommateurs espagnols. Donc, en fait, oui, le prix de gros, et c'est ça que voit Bruno Le Maire, etc., les politiques, le prix de gros en Espagne est à 150 € le mégawattheure. Mais sur la facture, vous avez une taxe spéciale énergie qui est équivalente à 150 € le mégawattheure. Donc, en fait, en vrai, les Espagnols payent encore 400, 500. Et la grosse différence, c'est que l'Espagne n'est interconnectée qu'avec uniquement la France. Alors que si nous, on fait ça en France, nos impôts vont financer la baisse de l'énergie pour les Belges, pour l'Allemagne, pour Luxembourg, pour la Suisse, pour l'Italie. En fait, comme la France est interconnectée avec l'ensemble des autres pays européens, si nous, avec nos impôts, on fait baisser le prix du gaz dans les centrales gaz pour faire baisser le prix de l'énergie, on va financer l'énergie des pays européens. Donc, ça ne peut pas fonctionner si on n'est pas sur une île déserte. Et l'Espagne, en dehors des 4-5 fils qui passent entre la France et l'Espagne, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'était pour répondre très vite à 2-3 questions qui ont été posées. Je vois une autre question d'Amidou Diakité. Salut, bonjour Emmanuel, bonjour. Oui, il y a une deadline. Il y a une deadline pour se déclarer. Donc, on va en parler dans les slides après. Il y a une deadline pour se déclarer. C'est que le gouvernement a demandé à ce que ça soit directement sur les factures de janvier, les ristournes, donc les baisses de factures, etc. Donc, pour pouvoir avoir ces baisses de factures, il va falloir que d'ici fin janvier, donc il vous reste quand même à peu près une quinzaine de jours. Donc, ça va être très tendu parce que vous êtes quand même pas loin de 600 000 ou 700 000 PME, TPE, etc. à vous identifier. Où il va falloir dire à votre fournisseur, je suis une PME, je suis une TPE, etc., etc. Sinon, ça ne sera pas sur la facture de janvier. Donc, votre facture de février, qui va arriver début février, vous n'aurez pas la ristourne parce que le fournisseur ne sait pas qui vous êtes, que vous êtes une TPE, une PME, que vous avez le droit à des aides ou pas. Donc, ça va être assez tendu. Les fournisseurs s'arrachent les cheveux parce que tout le monde n'a pas 25 millions de petits Mexicains pour analyser ses 600 000 clients, pour dire est-ce que c'est une TPE, est-ce que c'est une PME, est-ce qu'il a 11 salariés, est-ce qu'il a 10 salariés, est-ce qu'il fait plus de 2 millions de chiffre d'affaires, est-ce qu'il fait 1,5, est-ce qu'il fait 5 millions de chiffre d'affaires, est-ce qu'il appartient à un groupe qui est en Europe et que c'est l'ensemble du groupe de l'Europe, est-ce que ça reste une PME, est-ce que c'est un grand groupe, est-ce que c'est un guichet à Bercy, est-ce que c'est directement sur la facture, etc. etc. Donc, c'est complexe. C'est complexe et vous avez besoin de c'est du coup une des missions d'Eric, de Luc et de ma société de vous aider, de vous accompagner. Mais bon, on avance sur les slides et puis j'ai répondu un petit peu aux grandes lignes à toutes les questions, j'espère. Alors, on a plusieurs choses. On a un bouclier tarifaire, on a l'amortisseur plus et on a ce qui n'est pas encore sorti parce qu'en fait, entre ce qui est annoncé à Bercy, etc., il n'y a pas de décret, il n'y a pas d'arrêté, il n'y a rien. Donc, on commence par… tu remets, William, le premier slide, s'il te plaît. Je ne sais plus où tu es. Moi, je suis dans le bouclier tarifaire. Ouais. Oui, on est sur le bouclier tarifaire. Donc, le bouclier tarifaire, en fait, ça a été… c'est Castex, déjà à l'époque, qui a été prolongé. Mais à l'époque, c'est Castex. C'est pour les PME, les TPE, les TPE surtout, mais moins de 36 kVA. Et donc, les particuliers, etc., bouclier tarifaire, pouvoir d'achat. Je ne veux pas de gilet jaune en ce moment. J'ai les élections législatives et présidentielles en 2022. Donc, je mets des boucliers de partout. Donc, ça concerne uniquement les clients qui ont une puissance souscrite inférieure à 36 kVA. Et donc, avec principalement un peu particulier, avec plafonné à 15%. Donc, très simple, pas grand-chose à faire. Voilà. Vous devez juste faire une attestation comme quoi vous êtes une TPE moins de 36 kVA. On passe parce que je pense que ça concerne très peu de nos adhérents, je pense, de vos adhérents.
Moins de 36 kVA, enfin une société moins de 36 kVA pro qui n'est pas au TRV. Donc, soit vous pouvez retourner au TRV parce que vous êtes un particulier, au tarif réglementé, vous retournez chez EDF ou dans votre régie locale. Soit vous êtes un professionnel, vous n'avez pas le droit de retourner au tarif réglementé et vous avez ce bouclier tarifaire. Mais si vous pouvez pas retourner au tarif réglementé et vous pouvez rien faire et c'est comme ça. Le gouvernement a dit supérieur à 36 kVA, PME, j'aide. Le dentiste qui a une facture élevée, ben, tant pis pour le dentiste. Dixit le gouvernement. Suite, s'il te plaît. L'amortisseur. Alors, celui-là, il est passé dans le décret. Celui-là, il est voté. Celui-là, il est bon. On peut... Après, vous pouvez... honnêtement, tu me confirmes, William et Luc, mais les boucliers, c'est Windows qui a décidé. Hein. Microsoft. Ah oui. Windows aurait dû décider de mettre un amortisseur. Oui, voilà, je sais pas, ils ont fait, je pense que le slide d'avant avec le bouclier, donc en fait, les petits dessins de bouclier, c'est en fait, il y avait une photo d'un de mes collaborateurs, on a fait un webinar chez Sierra Energy, et puis en enlevant la photo du collaborateur, parce que c'était moi qui passais, en fait, ça a mis des boucliers. C'est quand même assez magique. Donc, tu peux passer le slide d'après, parce que ça, c'est bien, on a vu le bouclier. Merci. Alors, l'amortisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu de l'énergie, ça bouge beaucoup. Il y a encore 2 mois, 1 mois et demi, on était en train de chercher la part énergie hors ARENH. Donc l'ARENH, je vous rappelle que c'est un droit de tirage, accès régulé l'électricité nucléaire historique qui vous donne un droit d'accès à de l'énergie pas chère du nucléaire passé. Et c'était uniquement la part énergie hors ARENH, ça devenait très complexe. Et donc, après plusieurs réunions à Bercy, avec la DGEC, Direction Générale de l'Énergie et du Climat, avec les fournisseurs, on a essayé de trouver des solutions. J'ai fait partie de certaines discussions pour que ça soit plus simple, parce que vous avez, bon, sans rentrer dans le détail, mais vous avez l'ARENH explicite, l'ARENH implicite. Des fois, dans votre prix, voilà votre prix, dedans, il y a de l'ARENH. Puis des fois, voilà votre prix de marché et l'ARENH est à côté. Donc, en fait, il y a tellement de contrats différents chez différents fournisseurs, en fonction de votre taille de consommation, etc., qu'en fait, on n'arrivait plus à identifier c'est quoi sa part énergie qui a été achetée sur le marché. Donc, l'idée, c'était, on arrête de dire qu'est-ce que j'ai acheté sur le marché, combien j'ai d'ARENH, 50%, 80%, 100% de ma conso, etc., etc. On va dire quelle est sa part énergie en dehors des taxes et du transport. Donc, c'est uniquement la part énergie hors taxes, hors transport. Mais pour pas qu'il y ait d'effet d'aubaine, parce qu'un fournisseur pourrait très bien dire le marché est à 500, je lui envoie une facture à 2000 et je vais me faire compenser. Et donc, en fait, il y a eu un plafond. Donc, en fait, il y aura une aide donc, pour les TPE et les PME. Attention, c'est bien pour tout le monde. Donc, je vous rappelle, une TPE, moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, et une PME, moins de 250 salariés et moins de 50 millions de chiffre d'affaires. La spécificité, c'est que quand vous êtes une TPE, bon, en général, voilà, c'est moins de 10 salariés. Par contre, quand vous êtes une PME, vous allez voir, vous allez à la fin, on vous mettra un petit lien pour aller chercher l'attestation. J'atteste que je suis une TPE, je suis une PME. Et j'ai une petite cache à causer pour dire, je ne fais pas partie d'un groupe. Si je fais partie d'un groupe, même si le siège est à Bruxelles ou à Rotterdam ou à Berlin, c'est au niveau de l'Europe. L'histoire de la PME de 250 salariés et 50 millions, c'est au niveau européen. Donc, même si vous n'êtes que 9 salariés en France, mais que vous faites partie d'un grand groupe qui fait plus de 250 salariés, vous n'êtes plus une PME, ni une TPE. Donc ça, c'est très important parce que l'État ne va pas rembourser parce que la facture explose en France pour une filiale alors que le groupe fait des millions d'euros de bénéfices ailleurs. Donc ça, c'est important. Il faudra bien faire attention de ne pas cocher n'importe quelle case quand vous envoyez votre attestation. Emmanuel, peut-être une précision. Est-ce qu'une association qui rentre dans ces critères-là est aussi éligible? Une association, comme une collectivité locale, peut être considérée comme une TPE, une PME. Oui. Super. Merci. Donc oui, si votre association rebondir et que Second Souffle a une grosse facture, elle peut avoir accès aux aides.
Mais vu que vous êtes dans l'énergie, normalement, vous avez bien été accompagné depuis longtemps et vous n'avez pas une grosse facture. Petite boutade en passant. Mais je dis une boutade, mais moi, je viens de passer 8 mois de ma vie. Ça fait quand même 20 ans que je suis dans l'énergie. 8 mois de ma vie où j'ai jamais eu autant de patrons qui m'ont dit « Monsieur Cyr, vous m'accompagnez, sinon je me pends ». Mais quand tu as tous les jours un patron qui t'appelle pour dire « Tu m'aides ou je me pends », c'est pas évident tous les jours. Et je vous comprends. Je sais que vous m'entendez, vous êtes beaucoup à écouter là. On est quand même 103 participants. Même si on continue à se lever le matin pour accompagner tout le monde, on n'est pas des magiciens. Mais voilà, on comprend. Enfin, moi, j'ai dans mes associés des très gros consommateurs qui sont associés de Cyr Énergie et qui me disent « Emmanuel, mais j'ai 58 ans, j'ai monté ma boîte, j'ai des entrepôts frigorifiques dans une quinzaine de villes en France, des très gros entrepôts, et c'est l'année 2023, si on ne trouve pas une solution, c'est 20 ans d'économie de ma trésor, quoi. » Donc, je peux comprendre. Tu montes ta boîte et puis qu'en fait, tu dis, en fait, tout ce que j'ai travaillé pendant 20 ans, j'ai monté ma boîte, j'ai des salariés, etc. J'ai une belle entreprise. Et puis, en fait, je perds tout en 4 mois de facture. Donc, voilà. C'est pas anodin. Donc, je le sais, je vous entends et j'ai entendu. Alors, cette aide, en fait, c'est si votre prix énergie, alors quand on parle en euros du mégawattheure dans les grands consommateurs, chez les particuliers ou les très, très, très petites PME ou souvent chez EDF encore, parce qu'il faut changer les outils chez EDF, on est en centimes d'euros du kilowattheure. Donc, dans l'énergie, on parle en euros du mégawattheure. Chez les très petits consommateurs et les particuliers, vous êtes en centimes d'euros du kilowattheure. Donc, faites bien attention à bien déplacer les bonnes virgules pour comprendre de votre facture, déjà. En fait, si vous avez, donc là, on a donné un exemple, donc c'est entre 180, si vous êtes en dessous de 180 en prix moyen, donc en fait, en prix moyen, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut, j'essaie de ne pas aller trop vite, mais on est déjà 43, donc il y en a encore quelques slides. C'est un prix moyen, c'est-à-dire que ce n'est pas une moyenne des prix. C'est une moyenne pondérée de votre prix énergie. C'est-à-dire que vous devez prendre votre prix heure pleine fois votre conso heure pleine, votre prix heure creuse fois votre conso heure creuse divisé par la conso totale. Et si vous avez de l'hiver et l'été, je fais prix heure pleine d'hiver fois conso d'hiver, prix heure creuse d'hiver fois conso d'hiver, prix heure creuse d'été fois conso d'été, prix heure pleine d'été fois conso d'été, divisé par conso totale. C'est uniquement ça qui me fait mon prix moyen. Et seulement là, je vais avoir mon prix moyen à l'année. Et c'est bien, même les aides qu'on va parler juste après, c'est un prix moyen à l'année. Ce n'est pas pour ça que vous n'avez pas payé janvier, février un peu plus cher, et après avril à octobre un peu moins cher quand on sera en période d'été dans l'énergie. Donc, je prends l'exemple très vite. Donc, j'ai un prix contrat à 250 €. Je consomme 300 mégawattheures par an. Donc, je suis, oui, peut-être une grosse boulangerie ou équivalent. Donc, je fais 250 moins 180. Je fais la différence entre les deux. Et je serai à 500, et je fais 500 moins 180 et je serai à 182, j'aurai 2 €. 50%, j'ai 1 € d'aide, 1 € du mégawattheure. C'est assez simple et c'est 50% de ces aides, donc 35 € directement. Alors, vous n'avez rien à faire, ça sera, si vous faites la déclaration à votre fournisseur, ça sera directement sur les factures. Il n'y a rien à envoyer à Bercy, etc. Truc compliqué, c'est directement fait sur vos factures. Si ce n'est pas sur votre facture, c'est à vous de revenir vers justement les conseils en énergie. Parce que nous, on sait comprendre votre facture, analyser votre prix moyen et vous dire non, en fait, il aurait dû te donner 35, il t'a donné 10 €. Parce qu'il y a aussi des fournisseurs qui vont dire tiens, comme les gens ne savent pas calculer, je vais l'aider de 20 €, ça sera très bien, il aurait pu y avoir 35, et je vais demander 35 à Bercy, et puis je vais lui donner que 10 à mon client. Donc ça, je le vois très vite venir. Donc voilà, il faut juste se faire une attestation d'éligibilité et directement l'intégrer et ça sera directement intégré sur la facture. Slide d'après, s'il vous plaît. Pardon Emmanuel, il y a 2 questions. Est-ce qu'il y a un délai pour faire cette attestation? Il y a une question qui mentionne une question de est-ce qu'il y a un délai du 13 janvier? Et le deuxième, voilà, vas-y, après j'ai un commentaire. On recommence la question, tant qu'on est là, vas-y. Est-ce qu'il y a un délai pour transmettre cette attestation? Alors, j'ai fait une conférence, j'ai fait un webinaire aussi de mon côté avec mon réseau il y a 3 jours maintenant.
Et j'ai fait intervenir un fournisseur dans ce webinaire. Et le fournisseur m'a dit, Bercy nous a demandé pour le 20 janvier. Si vous voulez que ça soit appliqué sur la facture qu'on va envoyer début février sur les consoles de janvier, je veux que pour le 20 janvier, vous puissiez me dire combien vous avez besoin de millions d'euros pour pouvoir rembourser, enfin baisser les factures. Et donc Bercy a besoin de budgéter, parce qu'après il faudra mettre ça dans un arrêté, projet de loi rectificatif de la loi de finances 2023, on est déjà en 2023, etc. Donc il fallait assez vite en législatif. Je ne sais pas qui a fait quelque chose, mais le slide est tout petit maintenant. Ah, merci. Voilà. Merci Super. William. Merci Emmanuel. Et juste un commentaire par rapport, il y a un lien dans la présentation vers le simulateur, le simulateur du ministère de l'économie. Là, oui. Quand on le regarde, le prix est indiqué en euros du kilowattheure, alors qu'on vient de dire qu'on travaille en euros du mégawattheure. Donc, il faudra encore une fois faire attention à comment on met les chiffres. Voilà. Oui. Donc, en fait, vous allez sur… je pense qu'après, William, vous allez envoyer à tous ceux qui sont inscrits tous les liens, etc. Parce que je pense que les gens ne sont pas… Voilà, ministre.gouv, vous l'avez, c'est bon. Et puis, vous irez sur… descend. Voilà. Vous allez directement sur mon site, vous tapez Sire Énergie, S-I-R-E comme mon nom de famille, et vous mettez énergie, mais tout ça collé, j'enlève un E. Et on a mis une bannière tout en haut du site, qui comme ça, c'est en première page tout en haut du site, et vous pouvez télécharger. Donc, c'est vraiment l'attestation du gouvernement qu'il faut envoyer par vos fournisseurs. Alors, faites-le directement par mail, envoyez pas ça par recommandé, etc. Ça va perdre du temps. Envoyez-le par mail en priorité. Et si vous avez le temps, mais vu les montants, je pense que le refaire par recommandé derrière pour dire si, tu avais bien reçu mon attestation. Donc, mais faites-le d'abord par mail à service client, etc. Mettez bien, rajoutez. Ça, c'est mon expérience. C'est bien de mettre son SIRET, son sirène, etc. Rajoutez votre numéro de compteur que vous avez sur vos factures. C'est un numéro à 13 chiffres, comme un numéro de carte bleue. Ça commence par 3000 ou 5000. Ou ça commence par GI en gaz, parce qu'il y a aussi les aides sur le gaz. Il y a quand même un bouclier tarifaire pour le gaz, pour les TPE, je vous rappelle. Mettez bien votre numéro de GI si vous êtes sur GRDF et votre numéro qui commence par 5000 ou 3000 si vous êtes un tarif jaune ou un tarif vert, donc un C4, c'est un C4, C3, C2 quoi. Suite, s'il te plaît. Suite. C'est joli, il y a mon beau logo. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense vous n'êtes pas énormément dans l'auditoire à être une ETI. Donc ça, c'est principe. Donc en fait, ça c'est le guichet. Le guichet, donc ça c'est pas chez les fournisseurs. Vous allez chercher l'argent. Le guichet, c'est il faut aller se déclarer à Bercy. Il faut aller chercher son bilan. C'est facture 21, c'est facture 22. C'est un peu plus compliqué. Là, il faut vraiment vous faire accompagner. Ça ne sera pas une baisse sur la facture, c'est directement Bercy qui va vous rembourser une partie de vos énergies. Il y a plusieurs guichets pour les consommateurs, gros consommateurs, etc., jusqu'à 4 millions d'euros. Mais après, pour les très gros électro-intensifs, pour protéger l'industrie française, etc., ça peut monter à 50, voire 150 millions d'euros d'aide. Donc, vous voyez les montants. Hein. Et là, par contre, il faut aller… faut se faire accompagner, c'est plutôt le DAF et un expert énergie et taxes qui peut vous accompagner, etc. Puis il faut que votre résultat, votre EBE négatif, etc. Votre résultat, votre bilan, j'en ai déjà parlé moi à Bercy, c'était en début 22, un problème avec un grand fournisseur qui a plein de stations-service en France, voilà. Je ne vais pas donner le nom du fournisseur qui a plein de stations-service. Et je suis allé à Bercy, au CIRI, au comité interministériel de redressement de l'industrie. Et j'ai dit à Bercy, j'ai dit, mais vous demandez le bilan 21. Le bilan 21, c'est des factures que les sociétés ont achetées en plein Covid, en 2020, sur le bilan 21. Donc, c'est la conso. La facture énergie de 21, c'est de l'énergie qui a été achetée en 20 ou en 19. Donc oui, ça ne représente pas 3% des chiffres d'affaires, mais en 22 ou en 23, ça va représenter 13 ou 15% des chiffres d'affaires. Donc vos ratios, du coup, même Bruno Le Maire l'a dit et l'a redit encore il y a quelques semaines, sur les X milliards de budget pour aider les entreprises, on a dépensé 15 millions.
tellement ils avaient mis de critères qui étaient décalés par rapport à la réalité que, en fait, personne n'a été demandé des aides parce que je rentre pas dans tel critère, je rentre pas dans le critère. Mais par contre, je suis obligé de licencier parce que je peux plus payer les factures. Par contre, ça fait pas 3% de mon chiffre d'affaires. Donc, c'était aberrant. Ils sont en train d'assouplir tout ça et ça bouge toutes les 3 semaines. Donc là, il faut vraiment se rapprocher, ça bouge tout le temps. Donc, suite, s'il vous plaît. Alors, l'amortisseur plus. Donc, l'année dernière, vous avez eu l'AREN plus. On a eu de l'AREN complémentaire en avril 22. On nous a dit, tiens, finalement, avec la guerre, on va demander à EDF de redonner 20 TWh supplémentaires. Et cette année, en fait, comme tous les ans, on trouve quelque chose, donc c'est pour ça que dans l'énergie, on ne s'ennuie jamais, on a fait l'amortisseur plus. Alors, l'amortisseur plus, c'est ce qu'a sorti. Donc là, par contre, je dis attention à tout le monde. Attends, je regarde s'il y a des questions qui sont dépenses. Voilà, je vois, tu vois, c'est à 14h50, Bertrand Roussel. Voilà, c'est chiffre d'affaires 21, ça c'est dans les décrets, et évidemment, je pense que ça va bouger très vite pour chiffre d'affaires 22. Ça est sorti il y a à peu près la semaine dernière. Les fournisseurs étaient en réunion jeudi après-midi à Bercy. Moi, je suis passé jeudi soir sur BFM pour dire, etc. Et Macron, au vœu de la galette, le 6 janvier, a dit il y en a marre, on va mettre l'église au-dessus du village, les fournisseurs font des super profits. Et évidemment, j'ai été appelé par tout le monde et j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai fait BFM 16h, j'ai fait BFM 22h, j'ai fait RTL la matinale pour dire non, les fournisseurs ne font pas des super profits. Le fournisseur, c'est le concessionnaire automobile qui a acheté sa voiture à 49 000, qui vous l'a vendue à 50 000. Et c'est le producteur de voitures qui a fait des super profits. La même chose dans l'énergie. Même si le prix de l'énergie de la centrale nucléaire vaut toujours 50 ou 45 euros du mégawattheure, si le marché vaut 500, il vend son énergie à 500. Le fournisseur, même EDF fournisseur, après tout ça, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, peu importe, le fournisseur, il achète à 500 euros sur mégawattheure sur le marché. Parce que lui, il doit acheter votre énergie pour 23, 24, 25, l'énergie qui n'est pas produite, qui n'est pas stockable, pour me couvrir de votre prévision de... J'achète du futur qui n'existe pas dans l'énergie. C'est ça qui est passionnant et intéressant. J'achète du futur qui n'existe pas. Et donc, j'ai bien une contrepartie financière qui me dit, je te garantis que tu auras de l'énergie dans le futur, mets l'argent sur la table tout de suite pour me dire que tu me paieras dans 3 ans. Et j'espère que mon client va me payer dans 3 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tout d'un coup, branle-bas de combat, les boulangers et les restaurateurs. Donc, je sais qu'on est avec des restaurateurs, etc. Donc, on va faire un peu de pub. Tu peux remettre ton micro, t'es coupé. Eric? Non, tant pis. Oui, pardon. Je faisais de la pub pas que pour les boulangers, aussi pour les restaurateurs. C'est ça. Et donc, je ne me rappelais plus du nom du restaurant, mais c'était La Rocade. C'est la brasserie La Rocade et c'est la brasserie… en face de la gare TGV, à Massy, j'ai compris. Ça, c'est la brasserie du Grand Ouest, c'est Thierry. Mais La Rocade, c'est dans le 91, on est déjà où? On est à Villebon. Villebon-sur-Yvette. Ok. Voilà. Et c'est lui dont sa facture a complètement explosé. Ok. Je continue du coup, parce qu'il est 54. Oui. Après, je ne sais pas si ça coupe tout seul. Ça coupe tout seul, William, ou pas? Non, c'est bon? Non, le webinaire est prévu jusqu'à 15h30. Ah, ok, on est tranquille. Oui, t'as le temps. Ok, et les recoupe. Alors, l'amortisseur plus. Donc, pour l'instant, l'amortisseur plus, contrairement à ce que tous peuvent écouter et entendre, il n'y a pas de décret, il n'y a pas d'arrêté. Il faut que ça repasse à l'Assemblée, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que ça soit voté. Donc, les fournisseurs sont d'accord. Donc, les fournisseurs, ils ont dit OK. Alors, ne résiliez pas votre contrat. Si vous cassez votre contrat, en fait, Engie qui a acheté à 500, vous retournez chez EDF. Et donc, en fait, comment EDF peut vous faire un prix pas cher alors que c'est Engie qui va être compensé, c'est lui qui vous avez en contrat. Donc, en fait, Bercy ne va pas compenser EDF par un contrat qui a été signé par Engie. Donc, surtout, ne résiliez pas vos contrats. Vous n'avez pas le droit. Ce qu'a dit Macron, c'est faux. Vous avez signé des contrats entre 2 sociétés privées. On ne résilie pas son contrat en disant l'État va me rembourser. Ça ne marche pas comme ça. Donc, faites attention. Ne faites pas n'importe quoi. Alors, c'est réservé uniquement au TPE. Donc, en fait, uniquement au TPE. Donc, j'ai bien marqué
tout en haut, c'est uniquement au TPE et uniquement pour les contrats signés. Donc ça, c'est écrit en tout petit dans toutes les annonces, personne n'en parle. Hein. On va tous vous aider, votre prix sera plafonné à 280, patati patata. Uniquement pour les contrats signés au second semestre 2022. Donc celui qui a signé un contrat avec Gazelle, Vattenfall, Alpic, Expo, qui tu veux. Enfin, il y a quand même, on n'est pas loin de 35 ou 40 fournisseurs en France. Donc, il n'y a pas que EDF et Total et Engie, hein, quand même. Faut redescendre sur terre, même si certains fournisseurs ont des grosses parts de marché. C'est uniquement pour les contrats au second semestre. Donc, si vous avez signé un nouveau contrat au 30 juin, bah, vous n'aurez pas cet amortisseur plus. Si vous avez signé un contrat au 2 juillet, vous avez cet amortisseur plus. Et là, ça va faire des gros litiges. Parce que pourquoi ? Parce que j'ai signé le 29 juin, j'ai pas d'aide, j'ai signé le 4 juillet, j'ai des aides. Donc, celui qui a signé le 29 juin, il va licencier ses salariés. Et donc, en fait, il y a plein de petites choses qui ont été faites à la grosse louche en urgence pour répondre aux appels de Macron et pour calmer, pour pas avoir de gilets jaunes en passant les problèmes de retraite. On ne va pas faire trop de politique, mais on est un peu dans le problème là. Et donc, c'est uniquement supérieur à 36 kVA. Donc, si vous faites moins de 36 kVA, Dixit Bercy, bah, vous aviez qu'à ne pas quitter les tarifs réglementés. C'est votre problème. Supérieur à 36 kVA, vous n'avez plus le droit de tarifs réglementés. Emmanuel ? Oui. Et si on est en tacite reconduction, est-ce qu'on est concerné également ? Demande Antoine. Bien sûr. Si vous êtes en tacite reconduction, donc vous étiez chez EDF, chez Total, chez Engie, il y a très peu d'autres fournisseurs qui font tacite reconduction. Vous recevez votre grille tarifaire au mois d'octobre et puis vous dites bah, j'ai rien fait, je suis en tacite. Bah, mon prix a fait x10, a fait x20. Bah, oui, vous êtes considéré comme une tacite reconduction est considérée comme un nouveau contrat que vous avez accepté par tacite acceptation, on va dire. Et donc, c'est comme si vous aviez signé votre nouveau contrat. Donc, en fait, oui, si la grille tarifaire de votre tacite reconduction arrive au second semestre, vous avez le plafond garanti à 280. Et Rémi dit, est-ce que ça marche pour les contrats signés au 1er janvier 2023 ? Dixit, pour l'instant, le décret qui n'est pas sorti, l'arrêté qui n'est pas sorti, etc. Si j'ai signé au 1er janvier 2023 pour un 1er janvier, pour un démarrage quand ? Pour l'énergie 23, je vois la réponse de la question de Rémi. J'ai signé un janvier pourquoi ? Pour du avril, pour etc. Normalement, si vous n'êtes pas fait avoir, si vous avez signé le 1er janvier, donc vous avez signé du démarrage 20 avril ou mars ou février, et la prix moyenne du 2e, 3e et 4e semestre 2023, si je fais le prix moyen, je suis inférieur à 280 par énergie. Hein. Les prix ont beaucoup baissé. Hein. Donc, normalement, si vous avez signé le 30 décembre ou le 4-5 janvier pour un démarrage le 1er février, la moyenne pondérée de tous vos prix énergie seront inférieurs au prix moyen. Je rappelle que ce plafond garanti à 280 est un prix moyen sur toute l'année. Donc, vous pouvez avoir 500 en hiver et 100 en été. Ce qu'a bien dit Macron, ce qu'a bien dit Le Maire, ce qu'a bien dit Agnès Pannier-Runacher, etc., et ce qu'a bien validé l'ensemble des fournisseurs, c'est bien un prix moyen, enfin une moyenne pondérée de vos prix énergie sur toute l'année. Et donc ça, ce que veut le gouvernement, c'est que ça soit appliqué sur la facture de février, sur la conso de janvier. Donc si vous n'avez pas fait ça, et en fait, il n'y aura pas de rétroactif. Si vous faites une fausse déclaration, en fait, le gouvernement va vérifier en 2024 les demandes des fournisseurs de 2023, et il y aura évidemment du rattrapage à droite à gauche. Et là, on parle bien des prix. Alors, oui, je vois cumul, oui, il y a cumul. Je valide. Je vois une question intéressante. Je peux avoir l'amortisseur plus et, je ne sais plus comment l'appeler, et le bouclier. Je peux avoir les deux. Je peux avoir, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question ? J'ai un tarif garanti de 180, donc possibilité d'avoir un amortisseur 50, moins de 280, moins 180. Oui, je confirme aussi, Bertrand Roussel. On a le 280 et en plus, je peux encore avoir entre 160 et 280 la ristourne.
Alors, peut-on avoir le modèle de cette attestation pour l'amortisseur plus, mais d'après ce que je vois décrit tout en bas du slide, c'est le fournisseur qui va nous l'envoyer, cette attestation? Ah non, 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 non. Vous allez sur mon site. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous tapez SIRENERGIES et vous avez l'attestation. C'est le même que pour les autres. Oui, vous mettez ça. Et après, c'est le fournisseur. Vous dites pas votre prix de moyen de contrat. Vous envoyez, je suis une TPE, je suis une PME, et c'est au fournisseur. Voilà, SIRE1, cliquez tout en haut. Voilà, vous avez téléchargé l'attestation pour les aides d'État. Bah, c'est la même. C'est la même. Donc c'est ce qu'on trouve dans les slides qu'on va pouvoir. C'est pas à vous d'aller calculer votre prix moyen d'énergie, de dire à votre fournisseur, je suis à 260, je suis à 180. Heureusement quand même que c'est pas à vous d'aller calculer tout ça. Mais vous devez surtout dire, je suis une PME, je suis une TPE, et le faire vite. C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est pour ça qu'on multiplie les réunions, les informations pour que tout le monde soit bien informé. Donc oui, c'est les deux, c'est cumulable. Donc je suis moins de 36 kVA, je suis un particulier, j'ai le bouclier. Je suis moins de 36 kVA, je suis un pro, je suis un peu dans la mouise, et le gouvernement s'en fiche. Je résume, je suis plus de 36 kVA, je suis une TPE, je suis plafonné à 280 et j'ai les 50% de la différence plus les 280. Et je ne suis pas une TPE, je suis qu'une PME. Je n'ai que la différence entre 50%, etc. Je n'ai pas le plafond à 280 si je suis une PME. Et si je suis une PME, je dois bien faire attention de ne pas cocher la case comme quoi j'appartiens à un groupe. Et si j'appartiens à un groupe, il faut vérifier qu'au niveau Europe, je fasse bien moins de 50 salariés, moins de 250 salariés, moins de 50 millions. Parce que vous pouvez très bien faire, je l'ai déjà vu dans l'énergie, vous pouvez très bien peser 50 millions de mégawattheures, 50 millions de kilowattheures, pardon, 50 gigas, et être 9 salariés, mais vous avez un four, électrolyse, etc. Vous consommez énormément d'électricité, et vous pouvez être 150 salariés et consommer 100 mégawattheures parce que vous avez des entrepôts et des caristes avec des Fenwick qui avancent, quoi. Donc, la consommation et le nombre de chiffres d'affaires et de salariés, c'est pour ça que les fournisseurs ne le savent pas. Bien. Il y avait un tableau aussi des conditions. Ouais, après ça, c'est une petite enquête interne. Tu peux le passer, ouais. C'est une petite enquête interne. Voilà, on va dire les différents fournisseurs. Donc, certains vont lancer des communications à leurs clients, mettre à disposition un portail. D'autres, faut envoyer ça par mail parce qu'en fait, ils ont des boîtes postales et ça met 15 jours à venir jusqu'au bureau de l'assistante qui ouvre les courriers, etc. Donc, il ne faut pas faire ça par courrier. D'autres sont sous l'eau. J'ai des fournisseurs qui m'ont dit, Emmanuel, on arrête de faire des offres. En fait, on a tout le monde qui est le back-office, le middle-office, le prêt. Tout le monde est en train d'essayer de comprendre la taille du fournisseur, qui fait quoi, qui consomme quoi, etc. Évidemment, les deux gros, ils ont mis des outils à disposition. Vous avez mis les liens, vous les aurez aussi. Non, mais c'est ce qu'il faut comprendre. Dans l'énergie, des fois, les politiques ne se rendent pas compte. Quand vous avez des décrets au 30 décembre, application le 1er janvier, on n'a pas tous 200 000 juristes et 200 000 back-office pour gérer tout ça, quoi. C'est des usines à gaz et il faut quand même envoyer vos comment ça s'appelle, vos attestations. Parce qu'en fait, je pense qu'il va y avoir des erreurs et en fait, la facture qui arrivera début février sur la conso de janvier, la facture qui arrivera début mars sur la conso de février, ça se trouve, vous n'aurez toujours pas les aides, mais si vous avez fait ça dans les temps, vous pouvez être backé et le fournisseur pourra dire oui, il m'a bien envoyé ça dans les temps, mais dans nos outils, je l'avais mal identifié et ça pourra passer. Si vous ne le faites pas, là, ça ne sera pas rétroactif, confirmé par plusieurs fournisseurs. Enfin, ça va générer quand même un paquet de litiges. Hein. Oui, je valide. Je valide, ça va être. Ça va être. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais là, ça devient très compliqué parce qu'entre l'éligibilité, l'intégration des fiches individuelles, alors un Total, un Engie, comme tu dis,
ils ne vont pas missionner des centaines de milliers de personnes pour faire ça. Donc ça va prendre du temps, le recensement va prendre du temps. Oui, alors si, Eric, si ils ont les moyens de mettre des centaines de milliers de personnes pour répondre aux 600 000 personnes, 600, alors, quelque chose, mais je pense que je l'ai déjà dit. Les factures qu'on a vues, là, c'était la facture de décembre 22 qui arrivait début janvier. Donc là, c'est pour ça qu'on a dit les boulangers qui ont la facture heure pleine d'hiver 2022 versus les heures creuses d'hiver 2022, ils n'avaient pas vu, mais là, on va avoir début février, on voit que le dessus de l'iceberg. Début février, c'est les contrats qui démarrent en janvier 23. Et donc, je pense que début février, on va se refaire plein de webinaires parce que ce ne sera plus que les TPE. Ça sera beaucoup plus de monde et il va falloir trouver des solutions. Et là, aujourd'hui… Je vois si je bénéficie du tarif bleu, est-ce qu'on a quand même un attestation? Non, si tu bénéficies du tarif bleu, Delphine, si vous bénéficiez du tarif bleu, restez au tarif bleu, il n'y a rien à faire. Ah oui, restez au tarif bleu, hein, surtout. Il ne faut pas bouger. Alors, juste pour la petite blagounette en passant, donc moi, ça fait quand même 22 ans que je suis dans l'énergie, dans l'ouverture des marchés qui est ouvert depuis 2000, 99. À titre perso, je suis chez EDF au tarif réglementé. Ça n'a aucun sens. Alors, je vais être très honnête, ça n'a aucun sens l'ouverture des marchés de l'énergie pour du particulier ou de la TPE. Mon boulanger, moi, je suis dans le Paris 12e. Mon boulanger, il n'est pas concurrent du boulanger de Düsseldorf, de Berlin, de Munich ou de Rome. Par contre, les grosses TPE, les grosses ETI, les grosses PME, etc., qu'elle n'ait pas des aides d'État pour dire subventionnées par l'État pour avoir des prix pas chers, comme ça, voilà. Sinon, à ce moment-là, on dit on sort de l'Europe, on arrête tout. Donc, je suis contre l'ouverture des marchés pour le particulier. Peut-être, Emmanuel, pour approfondir la question de Delphine, quand on parle du tarif bleu, c'est bien le tarif bleu pour les clients non résidentiels, parce qu'il y a le tarif bleu pour les particuliers, ça c'est le TRV, etc. Mais là, on parle bien du tarif bleu. Ok, alors c'est la petite faille dans le système. Donc, vous êtes un bleu pro qui avait quitté le tarif réglementé. Si je comprends bien, donc Delphine, vous êtes moins de 36 kVA si vous êtes un bleu. Vous êtes moins de 36 kVA et vous avez quitté le tarif réglementé et vous avez droit à aucune aide. Désolé. À la confirmer. Bruno Le Maire a gentiment expliqué, vous y avez qu'à au fournisseur à Bercy il y a 4 jours, il n'avait pas qu'à quitter le tarif réglementé. Tant pis pour eux. Et c'est un bon nombre de sociétés, quand même. Oui, mais je pense que moins de 36 kVA, Bruno Le Maire et Bercy et la DGEC a dit il n'y a pas beaucoup de salariés, c'est pas grave. Alors moi j'ai vu des factures avec des points de livraison qui étaient au contrat tarif bleu pour les non résidentiels et ça il faut les garder. C'est mieux. Des contrats historiques voilà. Comme ça, il y en a quelques-uns. Il faut les garder. On a des contrats duo qui étaient faits, qui étaient Indigo. Il y en a eu beaucoup des contrats. Okay. Tous les anciens contrats, il faut les valider et les garder. Et Julien qui a mis l'adresse email pour l'envoyer le bouclier amortisseur chez EDF. J'espère que c'est la bonne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? On avait 2 commentaires. Moi, j'ai noté peut-être. En gros, moi j'aime bien la question d'Antoine Garot. Bon, après, il a. La grande. En gros, on est déjà dans la merde et on va se payer un consultant à prix d'or. Emmanuel, on est en plein dedans. Nous, on est en direct. Et en direct, je peux te dire que ça gronde. Et qu'ils ne sont pas très contents. Le simulateur, je ne donne pas le mot parce qu'il y a plein de gens qui écoutent. Le simulateur est très compliqué à comprendre. C'est ça qu'il a écrit. Oui. Normal. C'est imbattable. Oui, c'est ça. Il y avait une question de Bruno aussi qui se demandait concernant le nombre de salariés avec l'éligibilité des amortisseurs, si ça correspondait au nombre de salariés en ETP ou de l'effectif comprenant également les exploitants dirigeants de l'entreprise. Alors, pour avoir créé mon entreprise, moi, il y a 1 an et demi, j'ai une douzaine de salariés et en fait, c'est les équivalents temps plein, donc ETP, équivalent temps plein. Mais en fait, si la personne est arrivée, en fait, c'est sur 12 mois. Donc, si tu avais 5 personnes et puis qu'après, tu en as 15,
Mais tu en as 15, tu as embauché 15 en décembre. C'est vraiment sur les 12 mois, c'est les 12 mois glissants. Est-ce que tu as bien 10 salariés sur 12 mois glissants? Est-ce que je pense avoir répondu à la question? Eh ben, il va nous le dire. Une chose, si tu peux demander à Bercy de simplifier tout, ça nous éviterait toutes les pollutions actuelles. Mais, sans vouloir être amusant, mais Eric est déjà venu à côté de chez moi. Là, à ma fenêtre, ça s'appelle la rue de Bercy. Elle est très longue, hein. Elle va de Bastille jusqu'au parc de Bercy. T'as pas loin pour aller voir le chargé de cabinet? Non, il faut que je traverse, je passe devant Gare de Lyon et je continue, voilà quoi, puis j'arrive à Bercy. 7 minutes pour aller à Bercy, hein, pour faire les simplifications. Je vais demander à Emmanuel Macron si tu ne peux pas être son conseiller. Ça l'aiderait. Ouais. Il y a Salas. Pour les dirigeants dans les salariés. Non, moi je suis pas salarié de mon entreprise, je suis mandataire social et tu peux être, attention, mon DG est mandataire de la société et il est salarié, moi je suis pas salarié de ma société. Il y avait Salas aussi qui posait comme question: que se passe-t-il si on souscrit un contrat auprès d'un autre opérateur en janvier 2023, alors qu'on a souscrit un contrat auprès de Total Energy en août 2022? Est-ce qu'il y a des pénalités de retard? Il n'y a pas des pénalités de retard, tu as des pénalités de résiliation de contrat. Et ce n'est pas sans frais, contrairement à ce qu'a dit Bercy et Macron. Total, il va dire t'es gentil, j'avais acheté l'énergie à 600 et tu résilies ton contrat, tu en re-signes un deuxième à 200. Non, j'ai confirmation. Je confirme. Hein. Aujourd'hui, l'opérateur Total est clair. Comme tous les opérateurs. D'ailleurs, EDF m'a envoyé une note, je te la mettre à disposition, Emmanuel et Luc et William. Comme quoi, tous les contrats, ce genre de contrats et les contrats qui ont été engagés, il n'y aura pas de. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Zéro. Voilà, donc tout est en cours, hein, mais je crois que c'est que des décisions politiques. Si le pouvoir politique décide, il doit effectivement, comme tu l'as dit si bien Emmanuel, que les opérateurs, quand ils achètent et ils revendent à un certain prix. Il y a un moment donné, ils vont parvenir sur leur contrat 6 mois de production, ça va coûter des dizaines de millions d'euros. Il y a peut-être 2 marques qui peuvent le faire en France. Les autres, ils arrêteront. Certains opérateurs ne pourront pas payer la note. Hein. Ouais. Moi, j'appelle ça des fournisseurs. Un opérateur, c'est dans les télécoms. Un fournisseur, c'est dans l'énergie. J'adore le mot fournisseur. Et j'aime pas le mot opérateur. Pour moi, c'est un mec qui switch. Madame Michu, je veux le 22 à Agnières. C'est un opérateur. Parce qu'en fait, le vrai fournisseur, c'est RTE et Enedis. Nous, le reste, on est des financiers. Il y avait une question de Flore aussi, qui a posé une question avant le début du webinaire. Je vous la mets à l'écran. Bonjour, nous avons par le biais d'Énergie France, un courtier en énergie, renégocié notre contrat d'électricité pour notre atelier de maroquinerie en juin 2021. Les prix négociés sont fixés sur 3 ans. Cependant, avec l'accroissement de l'activité, nous devrions changer de compteur et passer une puissance au-dessus. Le changement de compteur risque-t-il également de nous faire changer les termes du contrat négocié? Cela fait presque 6 mois que nous repoussons cette décision. Quel type de compteur? Laisse-la à l'écran, je vais essayer de comprendre les questions. Alors, elle est connectée ou pas, Flore? Alors, est-ce que Flore est connectée? Parce que la question est probablement si on passe un seuil de puissance souscrite, en fait. Si on change de catégorie. Bon, je pense qu'Emmanuel va pouvoir en parler. Mais... Oui, tu peux enlever la question, c'est bon, j'ai ma réponse, s'il te plaît. Non, il va rien se passer. En fait, il ne faut pas mélanger fournisseur d'énergie et distributeur d'énergie. Donc, en fait, Enedis va vous changer de compteur. Vous allez passer de peut-être 250 kVA ou de 150 kVA à 250 kVA, etc. Et donc, Enedis va envoyer à votre fournisseur son nouveau coût de transport, parce que vous avez un compteur plus gros, vous avez une plus grosse puissance souscrite, vous avez peut-être changé votre transformateur de courant, etc. Mais la part énergie, si votre fournisseur vous a mis ses 100 engagements de conso, 100 dépassements de puissance, etc., dans votre fournisseur énergie, pour les très gros consommateurs, vous avez un contrat avec le transporteur et un contrat avec le fournisseur. Et quand vous êtes une plus petite entreprise, c'est le fournisseur qui paye votre facture de transport à Enedis, à RTE, etc. Et c'est cette part-là qui va bouger, cette part transport
qui va bouger si vous changez votre compteur, vous changez de puissance souscrite. Et en fait, les fournisseurs font des passe-plats. Je reçois la facture d'Enedis, je la mets dans ma facture. Et en fait, il ne se passera rien. Sauf si vous avez des engagements de consommation, que vous êtes un très gros consommateur. Je pense que si vous participez à ce webinaire, c'est que vous n'êtes pas non plus un très très gros consommateur avec un acheteur expert énergie, sinon il n'aurait pas posé cette question. Donc non, votre facture énergie ne doit pas bouger. Sauf Même si, la part transport peut bouger, mais pas la part énergie. Même si je passe d'un compteur qui est en dessous de 36 kVA et je passe à au-dessus de 36 kVA. Attends. Là, vous parlez de contrat d'énergie. Maintenant, si tu changes de puissance souscrite, c'est-à-dire de 1 à 36 kVA, là, vous êtes sur un compteur C5. Si tu veux changer de segment, tu peux passer en C4. Si tu passes en C4, bien évidemment, les combinaisons sont toutes les mêmes. Et on est obligé d'aller au TGVT, changer effectivement les câbles. Enfin voilà, il y a tout à changer. Il y a aussi une commande de travaux. Je précise. Tu ne peux pas passer d'un C5, passer à un C4. C4, C3 non plus. On est d'accord, il y a une question technique, changement de compteur, installation technique. Mais en fait, ce que dit Emmanuel, c'est que même si on passe de en dessous de 36 kVA à au-dessus de 36 kVA, il n'y a pas de raison qu'on change de tarif. La part énergie, je parle de la part énergie. C'est la partie supérieure de notre facture. Hein. Voilà. Cela dit, je mets quand même une petite parenthèse. Chez un de nos grands opérateurs. Moi, j'aime bien la question d'Antoine. Là. Pour reprendre l'analyse d'un économiste, si nos dirigeants avaient poussé le nucléaire, on serait les Émirats. Oui. Pour la première fois en 30 ans, la France, en 2022, a été importateur net. Et si la France, en fait, si la France n'a pas voulu être français plus fort que je chante les pieds comme le coq, là, les pieds dans la. En fait, on a franchisé les centrales nucléaires qu'on a construites les centrales nucléaires qu'on a construites dans les années 70-80. En fait, c'est un concept américain. Et en fait, on a changé quelques concepts, quelques tuyaux. Et donc, entre le Covid et nos traces de corrosion, en fait, ça n'arrive pas aux États-Unis. Ils ont une Covid aussi, mais ils n'ont pas les traces de corrosion sous contrainte. Parce qu'en fait, nous, on a modifié certaines longueurs de tuyaux, taille de tuyaux, et donc, on est en train de les réparer. Donc, oui, Antoine, si on avait toutes les centrales nucléaires, en fait, EDF serait une boîte qui… sur les réseaux sociaux, moi, je suis pas mal de… Enfin, je like et je tweet, et je suis quelqu'un qui est followé aussi. L'EPR qui a 12 ans de retard, avec les prix qu'on a eu, s'il tournait, en fait, en 18 mois, il est rentabilisé, là. Donc, un retour sur investissement, quand tu as les marchés qu'on fait x10, x5, x12, quand tu as fait 400%, mais en fait, ton retour sur investissement, mais en fait, en 3 ans, le PR est remboursé. Enfin, c'est pas le cas de tous les EPR, quand même. Hein. Il y en a qu'un pour l'instant. Il y a Flamanville qui est toujours pas, qui a 12 ans de retard, qui devait coûter 3 milliards quand Nicolas Sarkozy l'a mis en route, et qu'on est rendu à peu près à 12 milliards. Et donc, du coup, on est plutôt aux alentours de 110 € le mégawattheure pour le PR, ça va sortir. Donc, voilà. Il faudra quand même qu'on me parle de la note des ouvertures, hein, parce que quand même, comment ils font pour réouvrir. Alors, avant, ils mettaient 2 ans ou 3 ans pour ouvrir une centrale. Aujourd'hui, en 3 semaines, c'est rouvert. Il faut m'expliquer. La partie réglementaire, elle est où là-dedans? Parce qu'on avait des fonctions réglementaires très régaliennes chez EDF, elles n'existent pas. Terminé. Attends, je regarde sinon on fait une réunion entre nous, mais il y a plein de questions, il y a quand même 90 personnes qui écoutent. Oui, on a des normes 2 fois plus contraignantes que le DSA, et tant mieux, parce que les Français sont, on pourrait dire, on est un peu trop, mais il y a l'autorité de sûreté nucléaire, et je pense que c'est très bien que, comme le dit Jean-Marc Jancovici sur beaucoup de plateaux, oui, enfin… c'est quoi l'histoire? C'est un Kinder Surprise, un Kinder Bueno qui est plus dangereux qu'une centrale nucléaire, etc. Sur RMC, oui, tu donnes des Kinder Bueno à tes gamins 4 fois par jour. C'est plus dangereux pour ta santé que d'habiter à côté d'une centrale nucléaire. Il y a une question d'exclure les filiales des groupes. Quels critères? Nous sommes une société de moins de 50 sous une holding. Ce qu'il faut, c'est que l'ensemble de la holding ou filiale, parce que c'est important. Il faut que donc une filiale en fait, si la société est actionnaire à plus de 50%,
de ta société, en fait, tu es un numéro de SIRET, entre guillemets, de ta maison mère. Si vous êtes moins de 50, mais sous une holding, est-ce qu'on sera exclu? Je pense que oui. Si la holding fait plus que 50 et plus que 250... non, 250 salariés, c'est pas moins de 50, c'est 50 millions de chiffre d'affaires et 250 salariés, c'est pas 50 salariés. C'est 10 salariés ou 250, il n'y a rien avec 50 salariés. 50 salariés, c'est pour avoir un CE, un CCE et des syndicats. Ouais. Ça parle pas, c'est pas pour l'énergie. Il y avait une question aussi, une autre question, peut-être terminer sur celle-ci, à moins qu'il y en ait d'autres. Il y avait Jacques qui posait comme question, les particuliers devront-ils payer plus de 15% fin 2023 et doit-on conserver nos contrats d'électricité actuels? Mais pourquoi je ne vois pas les questions là, moi? C'est une question qui a été posée avant le début du webinaire, je peux te la mettre à l'écran. Non, c'est bon, vas-y. J'ai dit je rappelle plus tard. Il y a aussi des questions qui sont dans le chat, donc il faut un peu… moi, je vois le chat, c'est pour ça. Les particuliers devront-ils payer plus de 15% fin 23? Honnêtement, là, ma société, je fais du pro et de la PME, j'accompagne des patrons d'entreprise. Ouais, honnêtement, on ne paye pas cher. Enfin, à la maison, tout le monde s'en fout. Tu vas payer 15% de plus, peut-être. Désolé, Jacques, mais on est la France, pour les particuliers, hein, au tarif réglementé ou même au tarif chez Engie, chez Total, qui s'indexe sur le tarif réglementé. Ça va complètement dépendre si EDF est complètement nationalisé, si on accepte, conformément à la loi, de passer à 150 TWh d'ARENH. Parce que dans l'ARENH, en fait, ça influence sur le tarif réglementé. Donc là, on a protégé le particulier, c'est ce que j'ai dit pour démarrer ces webinaires. On a protégé le particulier, pouvoir d'achat, etc., électricité, gaz. On devrait être à x2 et vous avez pris 15% d'augmentation. Donc, à la maison, il faut pas se plaindre. Contrairement, alors je vais donner une petite anecdote, parce que moi j'ai travaillé pendant 14 ans dans un grand groupe qui faisait à peu près 2 fois la taille d'EDF, qui s'appelait le groupe E.ON, qui est devenu Uniper, etc. Les Allemands, en fait, protègent les industries, mais ils ne protègent pas le particulier. En fait, un particulier en Allemagne, il paye 300 € le mégawattheure, quand en France, on paye 150. Et sauf qu'en fait, vous allez à Munich, il n'y a pas de taux de chômage, parce qu'en fait, même si tu payes 300 € à la maison, ta facture d'élec, 300 € du mégawattheure, mais tu as du boulot. Nous, on protège Madame Michuc et on lui baisse sa facture à la maison, mais en fait, la PME qui l'embauche, elle est obligée de la virer parce qu'elle ne peut plus payer sa facture. Donc, c'est une histoire de régalien, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Juste par rapport au tarif réglementé pour les particuliers, ce n'est pas l'objet, il y a quand même un point d'attention, c'est la fin des tarifs réglementés du gaz en mi-2023. C'est un autre sujet, mais c'est un point d'attention à avoir. Je pense que ça pourrait faire partie d'un webinaire spécifique parce que en fait, tout le monde se tape sur le ventre avec les syndics de copro. Ouais. Les syndics de copro qui ont des contrats. Là, je suis en train de m'occuper de comment ça s'appelle, des dortoirs, pour faire simple, de l'école d'art et métier, où leur fournisseur actuel leur dit votre contrat, il va falloir faire quelque chose parce que vous êtes indexé sur les tarifs réglementés, il n'y en a plus. Et c'est un vrai sujet. Donc, au 1er juillet 2023, il n'y a plus de tarifs réglementés en gaz. Voilà. Donc, ça va impacter les particuliers et certains professionnels. Pardon, ça va impacter des particuliers et aussi certains professionnels, en fait. Hein. Oui, mais après le tarif réglementé, en France, on n'est pas producteur de gaz. Donc, par définition, par construction, les tarifs réglementés ont toujours été supérieurs au marché. Même à l'époque des monopoles. Gaz de France doit acheter sur le marché du gaz et pour vivre, il doit se payer lui puis faire sa marge. Donc, les tarifs réglementés en gaz ont toujours été supérieurs au marché. Donc, il ne faut jamais rester au tarif réglementé en gaz. Par contre, il faut rester au tarif réglementé en électricité. Voilà, un peu la grande ligne. Bravo Emmanuel, tout à fait d'accord. Merci Antoine, c'est gentil. En termes de vision long terme, je regarde pour être en autoconsommation, éolien, photovoltaïque. Quel avenir pour les fournisseurs? En fait, quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent, quand il fait nuit, vous avez toujours besoin d'un fournisseur d'énergie. Et c'est un peu le problème qui se passe en Allemagne.
Est-ce que tu peux aller sur mon site, William, s'il te plaît? Je vais vous montrer un truc rigolo. Tu peux aller sur mon site. Sinon, je le fais. Hein. Et on va voir une petite carte de l'Europe avec des couleurs d'émissions de carbone des pays. Parce qu'en fait, de pouvoir dire… Alors, par contre, je ne sais plus où c'est. Descends, non. Non, c'est pas là. Attends. Non, c'est pas là. C'est descends, tout en bas. Descends encore. À fond. Vas-y. En bas. Voilà, encore. Tape émission CO2 et impact là. Parce qu'en fait, voilà. Voilà, descends. Alors ça, c'est en live, c'est en direct. On a un API avec un prestataire de service. Donc là, vous voyez qu'en fait, la France, en ce moment, on est en train d'importer un tout petit peu de l'Espagne et on exporte vers le Luxembourg, la Belgique, vers l'Angleterre, vers l'Allemagne, vers la Suisse, vers l'Italie. Et vous voyez qu'on est très joli, on est en vert. Et donc, en fait, on émet 41 grammes en ce moment et tu peux poser ta souris sur l'Allemagne. Pose ta souris sur l'Allemagne. Là, ce matin, j'ai fait une présentation aussi ce matin, ils étaient à 240. Là, il y a peut-être un peu plus de vent. Ils sont à 200 grammes en instantané, aujourd'hui à 13h. Donc, d'émission. En fait, l'Allemagne qui fait le Energiewende, qui c'est-à-dire suite à Fukushima, alors que Fukushima, je rappelle à tous, parce qu'on est quand même encore 80, je rappelle à tous, Fukushima, 0 mort par le nucléaire. C'est la vague, c'est les inondations qui ont fait les morts, pas de nucléaire. On n'est pas en train de parler de Tchernobyl. Et suite à Fukushima, Angela Merkel, qui est russophobe, et qui est russophone, pardon, et qui est de l'origine d'Allemagne de l'Est et qui est très copine avec Poutine, on arrête le nucléaire, on va démarrer, on va faire payer, nous on payait 22 € de CSPE quand les Allemands ont payé 50 d'équivalent de taxes TICFE pour financer le renouvelable, les éoliennes, les renouvelables. Sauf que, en fait, quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent, et je dois démarrer. Et donc, en fait, vous avez des policiers et des militaires et du équivalent de CRS qui protègent les mines à ciel ouvert de charbon en Allemagne de l'Est, où on est en train de détruire des villages, des vieilles églises, pour produire de l'électricité. Quand en France, on est à 40 grammes de CO2. Donc, pour faire simple, une centrale nucléaire, c'est 6 grammes de CO2, une éolienne 16, une centrale à gaz 400 grammes, une centrale charbon 800 grammes, une centrale lignite 1,2 kg de CO2 par mégawattheure. Donc voilà, et donc je pense qu'on a fait un 15h28. Et juste pour compléter, hein, en France aujourd'hui, à date, aujourd'hui, parce que c'est aussi un suivi qui est en live, le parc nucléaire français tourne à peu près. J'adore, nous habitons sur une péniche et nous ne sommes pas éligibles aux panneaux solaires. Il y a des gens sympas dans votre réseau, Second Souffle. Ouais. Et le parc nucléaire, ce que je disais, il tourne à 70% aujourd'hui, voilà, de sa capacité installée. Ouais, on était aux 2 tiers il y a 4 jours, ça s'améliore. Et donc, non, vous ne serez pas coupé cet hiver. Évidemment, on m'a aussi interrogé. Quand tu discutes dans la rue, en brasserie, on te demande « Bon, Emmanuel, on va être coupé ». Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, EDF, c'est pas EDF, ni Engie, ni Total, etc. Il faut imaginer une grappe de raisin. Et en fait, on coupe la grappe. On ne sait pas enlever un grain de raisin. Donc, si sur votre grappe de raisin, vous avez un EHPAD, un petit CHU, un hôpital, une clinique, et ça, vous allez sur le site d'Enedis, vous tapez votre numéro de PRL, etc. Et en fait, tout est très transparent. Vous avez le Transfo 63 000 qui va pour 120 000, qui va toute la distribution, etc. Vous dites, là, il y a une clinique, je suis tranquille. Vous n'êtes pas coupé. C'est coupé au niveau des postes transport-distribution. Je vais faire quand même une petite visite. Ulrich, est-ce que tu es content de tout? De la vie, Total, tes problématiques liées à l'énergie avec Total. Est-ce que ça va être réglé? Oui, j'ai bien compris. Tu peux présenter l'émission. Alors, Luc Jeannonnet, c'est un médiateur des entreprises.
Emmanuel Cyr, c'est l'un des meilleurs experts en France. Sur le plateau de BFM. Tu l'as vu, Emmanuel, en même temps que toi? Non, mais moi, j'avais une boulangère avec ses galettes. J'ai pas eu de restaurateur. Mais je suis au courant de l'histoire avec Olivier Grégoire qui devait appeler, etc. Je suis au courant. Ouais. Donc voilà, donc lui, il va être vraiment pris en charge par le plateau en énergie. Oui, on peut dire même mieux que ça. C'est-à-dire, voilà, il peut demain être conseiller du président. Donc j'invite Emmanuel Macron à accepter ta candidature de 2023. D'accord? Tu peux aller au ministère. Non. Moi, je veux pas rentrer en politique après des petits points rouges qui s'allument partout, là, tu vois. On va me trouver plein de petites copines. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous tous. Avant de se quitter, je vous rappelle que je vais vous dire quels sont les prochains webinaires. La semaine prochaine, on trouvera un autre médiateur des entreprises, notre ami Xavier, qui nous parlera de son métier. Qu'est-ce qu'un médiateur? Quand peut-on lui demander son soutien, son aide? C'est la semaine prochaine. Dans 15 jours, je vous ferai découvrir une nouvelle association qui existe depuis 1 an ou 2 qui s'appelle WhatsApp Camille. Alors, ne vous fiez pas au nom, mais c'est une association qui est là pour vous aider à entreprendre, à monter votre boîte, à faire booster votre entreprise si vous avez plus de 50 ans. Voilà. Je vous plein d'avenir. Et puis, le 3 février, toujours un autre sujet, je serai avec Sophie Guin qui vous expliquera comment, avec la vente en vidéo, vous pouvez booster votre chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est dans 3 semaines, le 3 février. Voilà. Comme chaque semaine, à la fin de ce webinaire, d'ici, vous allez être redirigé vers la page Second Souffle et vous verrez ces 3 magnifiques visuels que je vous ai concoctés. Il n'y a plus qu'à appuyer dessus pour s'inscrire à ces webinaires. Et puis d'ici la fin de l'après-midi, je vous envoie un petit mail à tous pour vous dire que le replay est disponible. Vous cliquez dessus et puis vous arriverez, je vais vous le montrer parce que quelquefois les gens me demandent, alors je vais vous le montrer en live. Tac. On va aller donc sur le site Second Souffle. Je vous le mets en plein écran. Et tac. Voilà. Vous allez arriver dans nos webinaires. Et là, par exemple, le webinaire de la semaine dernière, si vous cliquez là sur description du webinaire plus les slides, là, vous verrez télécharger les slides. Donc, il n'y aura plus qu'à télécharger les slides du webinaire d'aujourd'hui. Voilà. Et du coup, parce que moi, je ne suis pas un geek en informatique. William, tu peux m'envoyer le replay ou je l'aurai directement? Tu l'auras directement, oui. Bon. Ok. Chacun son métier, hein. Non, mais le spécialiste, le geek, hein, c'est Eric quand même. Hein, ouais. Pour catégorie. Donc, je vous fais confiance. Attendez. Vous ne savez pas ce que c'est de vivre une aventure en direct avec un monde. Il y avait beaucoup de bruit, on n'entendait rien. Et on a fait des prouesses. Petite box pour entendre le son, aménagement du territoire. Très bien. Merci. Merci à tous. Merci. Bravo à tous et puis merci. Merci, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Au revoir.